Bonsoir à tous. Les Américains sont en train de voter dans la nuit. Dans quelques heures, on devrait connaître le nom du prochain président américain, Barack Obama ou John McCain. Ce soir, je vous propose donc un numéro spécial États-Unis dans Église du Monde avec un coup de projecteur sur la communauté hispanique qui sera peut-être décisive dans cette présidentielle. C'est la première minorité du pays, une minorité de tradition catholique qui pourrait changer le visage de la société américaine protestante et puritaine. Présence latino qui est aujourd'hui considérée comme une bénédiction par et pour l'Église catholique des États-Unis. Pour en parler sur ce plateau, Laurence Monroe, bonjour. Bonjour David. Vous êtes journaliste et auteur de ce livre, États-Unis, la métamorphose hispanique. C'est aux éditions du Cerf. Alors avant d'entamer, Laurence, la discussion, comme d'habitude, un point sur le paysage religieux aux États-Unis. Que représente cette présence hispanique dans le pays? Quelques chiffres commentés par Sophie Lenné. Sur les 300 millions d'Américains, 78% se reconnaissent chrétiens. Si les protestants demeurent majoritaires avec 53%, les catholiques constituent 25% de la société. Depuis quelques années, l'Église catholique aux États-Unis est en train de changer de visage et prend des accents de plus en plus latinos. Les hispaniques sont près de 45 millions aux États-Unis et forment aujourd'hui la plus importante minorité. 2 sur 3 se reconnaissent catholiques. Ainsi, sur les 72 millions de catholiques, 29% sont des latinos américains. Leur présence est surtout significative à la frontière sud, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, Chicago ou bien encore New York. La population hispanique bouleverse non seulement les chiffres, mais elle change aussi la manière dont le catholicisme est vécu dans le pays. Exprimant de manière plus spontanée et joyeuse leur foi, les latinos rompent avec les traditions des immigrés irlandais, italiens ou bien encore polonais. La messe y est célébrée en espagnol et les fidèles appartiennent souvent à la même ethnie. Autre facteur important, leur présence contribue au rajeunissement de l'Église. Alors que la majorité des catholiques non hispaniques préfèrent que l'Église se tienne éloignée de la politique, les latinos ne sont pas de cet avis. 57% demandent que l'Église se prononce de temps en temps sur les questions sociales et politiques. Bien que les 2 candidats à l'élection présidentielle ne soient pas catholiques, les hispaniques constituent un groupe d'électeurs important pour eux. D'autant plus important qu'ils vont être amenés à être de plus en plus nombreux. Le Pew Forum prévoit que d'ici 2030, les latinos américains représenteront 41% de la population catholique des États-Unis. Et peut-être même plus de la moitié selon des estimations de la conférence épiscopale. On y reviendra tout à fait. Oui, c'est vrai que selon les sources, les chiffres varient. Moi, j'ai les chiffres de la conférence épiscopale qui font état de davantage encore d'hispaniques en proportion parmi les catholiques. J'avais le chiffre de 39% aujourd'hui d'hispaniques parmi les catholiques américains. Et surtout, ce qui est considérable, c'est la croissance démographique, la progression qui va à grande vitesse. Et d'après la conférence épiscopale, dès 2020, les latinos seraient la moitié des catholiques américains. C'est tout bientôt. Donc la majorité ethnique de l'Église américaine, l'Église catholique américaine, est en passe de changer. C'est ça le grand sujet. Moi, c'est ça le sujet qui m'a passionné. C'est ce changement de majorité. Alors, on va y revenir. Mais d'abord, on va évoquer cette actualité, cette élection. 9 millions d'électeurs d'origine hispanique sont inscrits sur les listes électorales pour cette présidentielle. C'est un record. C'est un record. En quoi l'identité catholique de ces latinos peut-elle peser sur cette présidentielle, sur le résultat du vote ? D'abord, je voudrais insister sur le chiffre record d'inscription, qui est la suite d'une campagne fantastique d'incitation à l'inscription sur les listes électorales, qui est une conséquence des grandes manifestations qui ont eu lieu au printemps 2006, réclamant à corps et à cri une réforme de l'immigration. La question de l'immigration pour le vote latino, c'est une question clé. Et cette réforme de l'immigration, il y a 12 millions de travailleurs illégaux aux États-Unis, qui sont tous des gens qui collaborent énormément à l'économie et qui restent avec un statut extrêmement précaire. Donc depuis des années, chaque gouvernement, Bush avait promis une réforme en profondeur, et puis cette réforme a échoué en 2007. Et du coup, il y a eu une énorme mobilisation toute l'année dernière, en 2007, en faveur d'une inscription sur les listes électorales d'une population qui avait l'habitude de beaucoup moins voter que la moyenne. Ça a fonctionné. 15% de la population, 11% du vote. Ce décalage est en train d'être largement comblé. Je crois que c'est un des grands événements de cette campagne. C'est la mobilisation fantastique en faveur du vote. C'est un slogan porté par cette campagne, Ya es la hora, ya es ahora. C'est maintenant qu'il faut voter, devenez citoyens. Et les hispaniques ont répondu d'une manière fantastique. Je crois que si l'ensemble de la participation américaine va connaître un seuil historique, les hispaniques sont ceux qui ont connu la plus grande participation, la plus grande
le plus grand accroissement de cette participation. Voilà. Des hispaniques qui sont majoritairement catholiques. Voilà. Cette identité catholique. C'est une grande campagne. Qu'est-ce qu'elle peut, en quoi elle peut influencer le vote de ces latinos? Vers quel candidat? Alors il faut préciser ce qu'on entend par identité catholique, parce que les hispaniques sont à 70% d'entre eux, 1 ou 2% selon les sources, mais sont catholiques, appartiennent à l'Église catholique. Il reste un bon tiers, soit qui ne sont pas religieux, soit 20% de protestants. Mais ce qui est important, ce sur quoi j'insiste, c'est que même parmi les protestants, les hispaniques sont de culture catholique. Oui. Voilà. Et ce qui focalise l'attention actuellement, enfin dans toutes les semaines qui ont précédé l'élection, c'est en particulier non pas tant le vote catholique des hispaniques qui est à peu près acquis d'avance pour le Parti démocrate. On se souvient qu'en 2004, autant le vote catholique avait assez massivement soutenu l'équipe Bush, autant lui, parmi les catholiques, les latino-catholiques s'étaient nettement démarqués en apportant 69% de leur scrutin en faveur de Kerry. Donc une attitude différentielle très très notable. Donc ces catholiques latinos, ils vont soutenir Obama, il n'y a pas d'inconnu là-dessus. Ils ont des valeurs plutôt, on peut dire, traditionnelles, par leur foi peut-être. Ils ne pourraient pas se tourner vers le candidat conservateur? C'est-à-dire que le candidat conservateur cette année a beaucoup moins joué que ne l'avait fait l'équipe Bush en 2004 sur ces fameuses valeurs traditionnelles brandies par la droite chrétienne. Alors il a essayé de rattraper ça avec sa colistière, Sarah Palin, mais à mon avis sans grand succès. La preuve, c'est que le segment des catholiques, le segment des latinos qui sont évangéliques, 20% sont évangéliques. Cela avait soutenu massivement Bush en 2004, avec des taux de 63%, enfin, dans des proportions très importantes. Et cela, on sait déjà qu'ils vont accorder leur soutien à Obama avec une longueur d'avance de 17 points. Enfin, c'est considérable, quoi. Donc c'est un des segments du vote qui est regardé avec beaucoup d'attention et qui va expliquer le basculement d'un certain nombre de ces swing states du côté du camp démocrate. Alors, les swing states qui sont très influencés par le vote latino cette année, je les cite, c'est le Nevada, le Colorado, le Nouveau-Mexique, qui vont voter démocrate à une marge qui aurait été assez étroite sans le vote latino, mais si on tient compte du vote latino, alors la marge devient très confortable. Et puis alors, la Floride, qui votait républicain, en partie à cause du vote cubain, et le vote cubain, il s'érode en Floride. Et la Floride est en passe de changer de couleur, elle aussi. Donc, dans ces 4 États-là, qui sont 4 États qui basculent, eh bien, les latinos jouent un rôle prédominant. Donc voilà, swing vote par excellence. Swing vote par excellence. Est-ce que le vote catholique latino est à l'image du vote catholique tout court aux États-Unis? Il n'y a pas de vote catholique tout court. Les Américains sont américains, les catholiques américains sont d'abord américains avant d'être catholiques. Ça, c'est important. Voilà, avant d'être catholiques. Et c'est là où la culture catholique des latinos introduit une différence qui est considérable, parce qu'en quelque sorte, ils vont rappeler aux catholiques leurs valeurs, leur doctrine sociale, la cohérence de l'ensemble de la doctrine sociale entre, bien sûr, la défense de la dignité de la vie de l'enfant à naître, bien sûr, l'opposition à l'avortement, bien sûr, la défense de la famille et donc des préventions par rapport au mariage gay, qui étaient des thèmes qui avaient été très très mis en évidence par la droite conservatrice et qui avaient permis de faire basculer un grand nombre du vote catholique du côté de Bush. Les latinos rappellent que ça, c'est indissociable de la défense de la vie en général, de la défense du plus faible, c'est-à-dire du chômeur, c'est-à-dire de l'immigré et en particulier du sans-papier. Donc on va retrouver la question d'immigration. Alors en tout cas, l'Église prend des accents hispaniques de plus en plus importants. L'avenir de l'Église américaine, quels que soient les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, est latino. Incontestablement. Voilà. Moi j'ai entendu des leaders le dire, nous sommes l'avenir de l'Église catholique. Alors ils l'entendent au sens démographique évidemment, quels que soient les chiffres qu'on retient à 2020 ou à 2030 ou à 2040, l'Église catholique américaine sera majoritairement hispanique, et dès aujourd'hui, les comptes sont très très précis, on peut considérer qu'une paroisse sur 5 aux États-Unis est majoritairement hispanique. La preuve en images, Laurence Monroe, vous l'avez peut-être vu sur KTO, le pape était aux États-Unis en avril dernier. Et à plusieurs reprises, il s'est exprimé en espagnol. Exemple lors de sa rencontre avec les jeunes et les séminaristes. C'était le 19 avril dernier à New York. On regarde. Merci beaucoup.
France. On se croirait presque au Mexique. On entend l'émotion, on voit les visages. Et je crois que la joie est grande parce que ils ne sont pas habitués à cette visibilité. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Je crois que un des grands points, c'est que dans l'Église catholique, les latinos, bien que bientôt majoritaires, se sentent invisibles. Ils disent, nous sommes invisibles, on ne nous voit pas. Comment ils ont été accueillis au sein de l'Église, ces latinos? Ils ont du mal à être accueillis. C'est toute la question, ils ont du mal à être accueillis. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément interrogée. J'ai essayé de comprendre pourquoi, parce qu'ils apportent, on le sait, c'est un peuple qui est extrêmement fervent, c'est un peuple qui est extrêmement jeune. Parmi ce peuple, beaucoup de leaders se sont levés dans les années 70-80 à la faveur de grands rassemblements d'hispaniques qui ont petit à petit pris conscience de leur poids, de leur importance. Et ils se sont mobilisés pour faire des propositions à l'ensemble de l'Église catholique. Hein, ils ont abouti à un plan pastoral en 87 qui a été endossé par l'ensemble des évêques, dans lequel ils proposaient à l'ensemble de l'Église de se transformer dans un sens d'une plus grande communion et en direction avec pour objectif d'être une Église plus missionnaire. Mais ce sont eux qui ont fait la démarche de proposer ce plan pastoral. C'est eux qui ont travaillé pendant plusieurs décennies sur un texte qui est venu de la base et qui a été ensuite endossé par l'ensemble des évêques américains. Donc il y a eu un moment de grande espérance au sein de ce qu'on appelle l'Église hispanique là-bas, en disant ça y est, c'est le moment catholique pour les hispaniques. D'où vient cette difficulté à accueillir ces latinos à bras ouverts? Eh bien, ce plan, il est un peu laissé rester lettre morte. Il est un peu resté lettre morte. Ce qu'on constate assez souvent, c'est que quelque chose émanant des latinos est supposé être destiné aux latinos, alors que là, ils voulaient s'adresser à l'ensemble de l'Église. Je crois que c'est des gens qui ont un grand sens de l'Église, c'est des gens qui veulent faire évoluer cette Église, dans laquelle ils ne se sentent pas toujours très à l'aise, et qui n'hésitent pas à interpeller sur des questions comme le sens de la communion, sur des questions comme le sens de l'appartenance, un peu organique. J'ai rencontré un certain nombre de théologiens, j'ai découvert tout un groupe de théologiens hispaniques qui disent « nous sommes des théologiens organiques hein, », et qui sont porteurs d'une conception d'Église beaucoup plus catholique que, j'oserais dire, que beaucoup de catholiques américains qui sont tellement marqués par la culture protestante, qui est la culture dominante, qui ont un rapport à l'Église un peu plus consumériste, j'allais dire. Hein. Donc on va rejoindre une Église catholique quand ça convient bien dans notre parcours, et puis on ne va pas hésiter, 30% des Américains changent d'Église dans leur parcours. Alors, ça ne veut pas dire que les hispaniques vont échapper à cette mobilité, mais chez les hispaniques, il reste un sens très très organique de l'appartenance. Donc ils vont, par exemple, certains d'entre eux, en arrivant aux États-Unis, vont rejoindre une petite église évangélique parce qu'elle sera plus proche de chez eux, parce que ça sera une petite église dans laquelle ils vont davantage pouvoir exprimer leur sens des relations, leur besoin de participer, plus que dans ces méga church. La plupart des églises, des paroisses catholiques sont des énormes institutions où ils se sentent un peu noyés, et où ils se sentent en tout cas très coupés des congrégations anglo-saxonnes. J'ai constaté que dans un certain nombre de paroisses, il y avait l'assemblée de langue anglaise le matin et puis les assemblées de langue espagnole l'après-midi. Ces gens-là avaient peu de chances de se rencontrer. Or, eux plaident en faveur d'une rencontre interculturelle parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont des choses à apporter à l'Église d'un côté, à la société de manière plus générale. Et ça, aujourd'hui, les évêques américains ont compris le bénéfice que l'Église pouvait tirer de cette culture latino-américaine. Exemple à New York, où l'archidiocèse a produit un film documentaire sur l'histoire de cette communauté catholique hispanique. On regarde un extrait de ce film réalisé en espagnol, mais que nous avons traduit en français. Regardez. Il y a un demi-siècle, l'Église catholique de New York, confrontée à une population hispanique grandissante, a ouvert un chemin pastoral. Les premiers migrants furent les portoricains, suivis des Mexicains et des autres populations originaires d'Amérique du Sud. L'immigration du Sud vers le Nord a beaucoup apporté à l'Église catholique des États-Unis, et tout particulièrement à l'Église de New York. Je crois que ce phénomène sociologique d'hispanisation du diocèse nous a enrichis et nous devons le voir comme une bénédiction pour l'avenir.
Une bénédiction pour l'avenir, hein. Là au moins c'est clair. Hein. Oui, je suis contente que vous ayez choisi cet extrait parce que c'est tout à fait le propos qui a été formalisé par écrit par l'ensemble des évêques américains il y a déjà plusieurs dizaines d'années, en constatant que cette présence hispanique, dont ils voyaient qu'elle allait être de plus en plus massive, était une chance, une providence dans cette société, à cause, bien sûr, de la foi des latinos, mais aussi à cause des valeurs culturelles dont ils sont porteurs, parce qu'elles sont tellement complémentaires des valeurs de la culture dominante. Vous parlez d'une familiarité, par exemple, avec Dieu et les autres, chez les latinos. Oui, cette spiritualité du quotidien, enfin, je trouve que ça se traduit par des tas de choses comme cette proximité qu'entretiennent beaucoup de latinos avec Dieu. Ça se traduit dans le langage, par exemple. Hein. L'un des auteurs que je cite parle de cette formule de gracias a Dios qui revient incessamment dans la conversation. Il en parle comme d'une prière culturelle. C'est pas en soi un acte de dévotion, mais dans la culture, on implique Dieu. Dans la maison, on implique Dieu. Donc les petits hôtels domestiques. Dans le langage, on l'a dit, bien sûr. Les latinos vivent avec cette notion que Dieu est un proche, qui fait partie de la famille. Je cite un auteur dont le livre s'intitule « Jésus est mon oncle », parce que Jésus, c'est un nom qui se porte, dans les milieux latinos. On voit des prêtres. Et l'enfant Jésus, au moment de la fête de Noël, il fait partie de la famille, on le dorlote. La Vierge Marie, elle fait partie de la famille. Pourquoi croyez-vous qu'on vête les statues dans les milieux hispaniques de vêtements et qu'on en prenne tellement soin? C'est parce qu'on a une telle proximité avec la figure de Marie qui est toujours mise en lien avec la figure de Jésus. Donc, pas de mariolâtrie. Ça contraste avec l'individualisme américain. Hein. Là, on est en... Oui, parce que de même qu'ils conçoivent Dieu comme un Dieu en relation, ils conçoivent Marie comme la mère de Jésus, Jésus comme le fils de Marie, comme le frère, comme le fils de Dieu. C'est quelque chose qui est fondamental dans la culture hispanique, c'est ce sens des relations qui prédispose à recevoir Dieu comme relation, le Dieu trinitaire. Alors, il y a les rites, l'importance des rites aussi chez ces hispanos. On va voir quelques images dans une cathédrale, de New York, une cérémonie hispanique. Vous pouvez nous commenter ces images? Alors, voilà, on voit la Vierge, les drapeaux. Voilà, c'est vraisemblablement au moment de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, je suppose. J'en suis pas sûre, mais c'est vraisemblable. C'est une des plus grandes fêtes la cathédrale Saint-Patrick, c'est ça, exactement. En plein New York. C'est une fête qui se prépare dès le petit matin, mañanitas, avant le lever du jour, et qui rassemble des foules. C'est très impressionnant. Avec beaucoup de processions également. Beaucoup de processions, beaucoup d'exubérance, des fleurs, des bougies, de l'émotion. Nous avons là un exemple de cette ritualité. De quelle valeur sont portées quelle valeur porte cette ritualité hispano? La première chose, c'est que les rites sont porteurs de valeurs collectives. Un rite, c'est pas quelque chose d'individuel. Un rite, c'est quelque chose qui englobe la communauté et une conception de la communauté ouverte. Tout le monde peut participer à un rite. Moi, j'ai participé à plusieurs de ces grandes reconstitutions du chemin de croix du Vendredi Saint, qui est aussi un des grands rassemblements de la communauté latino. Ça se passe dans les rues, tout le monde est convié. On n'est pas obligé d'être hispanique, on n'est pas obligé d'être catholique, on n'est même pas obligé d'être croyant. On participe. Donc ça nourrit un sens de la communauté qui est beaucoup plus ouvert que le sens très contractuel qui est porté par la culture plus protestante, qui voit plus l'Église comme un club dans lequel on se retrouve entre semblables, people like us. On va retrouver des gens qui nous ressemblent, et puis si nous-mêmes on évolue, eh bien on va changer d'église ou de congrégation pour rester entre soi. On est très très loin de la conception catholique. Universelle de l'Église, qui est celle du peuple de Dieu. On va voir maintenant d'autres images très impressionnantes également, car très festives. C'est un très court extrait du même documentaire de l'archidiocèse de New York. On regarde. Et ça, alors ça, c'est plus le renouveau charismatique. C'est vrai que les hispaniques sont très attirés par le rassemblement charismatique, parce que ça renvoie à leur forme d'expression religieuse qui était extrêmement exubérante, presque contagieuse, très très joyeuse, et qui contraste en quelque sorte avec cette vénération qu'ils ont pour le Christ en croix. J'ai parlé tout à l'heure de la fête du Vendredi Saint.
beaucoup de personnes de l'extérieur pensent qu'il s'agit là d'une attirance un petit peu maladive pour la souffrance. Alors c'est vrai que c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui a intégré la souffrance, c'est vrai, etc. ça, vous avez l'impression qu'il y a cette attirance un peu... un peu maladive, justement, ou pas? Je ne dirais pas qu'elle est maladive, mais je pense que les Latinos se reconnaissent totalement dans le Christ en croix. Ils ont tous des expériences de croix. C'est des gens qui ont vécu la grande pauvreté, c'est des gens qui, pour les Mexicains américains par exemple, qui sont présents sur le territoire des États-Unis bien avant les puritains, ils ont toujours vécu une marginalisation culturelle qui les a fait atrocement souffrir. C'est ça qu'on oublie, hein, mais ils étaient là avant les anglo-saxons, hein, dans certains endroits. Et c'est pas un des moindres facteurs qui fait qu'aujourd'hui, leur influence, elle promet d'être radicalement différente de celle des précédentes vagues migratoires qui ont nourri l'Église catholique et qui ont fait la société américaine. Je veux parler des Polonais, des Irlandais, des Italiens. Ça veut dire que les Latinos ne vont pas s'américaniser, mais bien garder leur propre culture pour apporter quelque chose de différent. Alors, il y a un débat là-dessus. La plupart des observateurs de l'univers catholique vont dire « mais ça va se passer comme les précédents. Vous savez, on a un tel pouvoir d'assimilation aux États-Unis, ce melting pot, là, ça fonctionne. » Cette croyance qui, à mon avis, enfin, qui est dénoncée en tout cas par pas mal de latinos comme une forme d'idéologie, est très présente. Donc beaucoup refusent de penser que malgré leur nombre, les hispaniques vont transformer la culture de l'Église, vont transformer la société américaine. Les hispaniques, parmi les plus conscients, enfin tous ceux qui écrivent, qui publient, qui enseignent, d'un commun accord, plaident pour le contraire, en disant nous sommes porteurs de valeurs qui sont bénéfiques à la rencontre de la société dominante, de la culture dominante américaine. Il ne s'agit pas pour nous de les lâcher. Et parmi ces valeurs-là, le sens de la tradition, le sens des rites est porteur d'un sens de la tradition qui nourrit une mémoire collective. Alors que beaucoup de précédentes vagues migratoires devaient, pour s'américaniser, lâcher, couper avec leurs racines, parce que les temps étaient différents, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce que c'était pas le même continent, il y avait l'océan qui les séparait. La grande différence que représentent les Latinos par rapport aux autres vagues migratoires, c'est que c'est une vague continue d'une part, ce sont des populations qui, arrivant sur le territoire des États-Unis, découvrent une antériorité, découvrent des villes qui portent des noms espagnols, découvrent des rites encore bien vivants, découvrent des quartiers entiers qui parlent espagnol, et du coup se sentent parfaitement légitimes pour tenir à leur culture. Ça ne veut pas dire qu'ils refusent de rentrer dans le rêve américain, mais ils sont en train de négocier une nouvelle manière d'entrer dans le rêve américain, que j'appelle un rêve plus brun, un rêve sans doute moins individualiste. Je pense que c'est quelque chose qu'on va sentir dans les élections. Des Latinos, dites-vous, qui réveillent également l'imagination catholique pour tout simplement évangéliser cette culture américaine. Alors l'imagination catholique, c'est un très beau thème qui a jailli justement aux États-Unis, dans ce contexte d'une culture très très forgée par la culture protestante, où on a cherché à analyser qu'est-ce qui était si catholique dans la manière d'être. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une difficulté aux États-Unis à mettre en avant ce culte de la Vierge, ce culte des saints, des formes un peu exubérantes de manifestation de la foi qui sont alors presque caricaturales dans la religiosité populaire des Latinos. Et certains anglo-américains d'origine irlandaise, par exemple, participant à ces rites hispaniques, m'ont carrément dit, mais moi, découvrant ça a réveillé en moi mon identité catholique et je suis tombé fou amoureux de mon catholicisme. Ils ont fait le lien entre ces rites, cette exubérance et la totalité de la doctrine catholique. Ce qui est important, c'est de faire le lien entre les deux. C'est pas seulement une forme d'expression religieuse, c'est que ça renvoie au fond à l'intégralité de la foi catholique qui, aux États-Unis, est pas toujours libre de s'exprimer dans son intégralité. Je parlais par exemple de la notion de sacrement que les Américains ont souvent, qui est un peuple extrêmement rationnel, ont souvent du mal à recevoir, à comprendre. Les Hispaniques vont aider à rentrer dans cette notion de sacrement. Ils disent « nous sommes un peuple sacramentel ». Voilà.
Eh ben, J'aime beaucoup cette expression. On va conclure cette émission comme ça. Merci Laurence Monroe. Je rappelle que vous êtes journaliste et l'auteur de ce très bon livre que je conseille à nos téléspectateurs. Les États-Unis, la métamorphose hispanique. C'est aux éditions du Cerf, un livre préfacé, il faut le souligner, par Pierre de Charentenay. On l'aime beaucoup ici, de la revue Études. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Et très bonne soirée à tous. Yeah.